Vous savez qu'on est on est à la Saint-Boris aujourd'hui, le 2 mai. Oui, bah, c'est la prise de Berlin. Et c'est la prise de Berlin et l'anniversaire du massacre d'Odessa. Alors, bon, vous le tournez comme ça. Moi, j'allais faire d'une manière un peu plus joviale. La Saint-Boris, Boris, c'est un prénom russe. Ah oui. Est-ce qu'ils vont pas interdire la Saint-Boris sous prétexte que c'est d'origine russe, vous voyez Et pour précision, Boris en russe, ça veut dire homme des bois. Un peu l'équivalent de Sylvain. Voilà. Mais la page russe, hein, puisque je vous interviewe, on va commencer comme ça. Alors, je vous propose, ça ne va pas être une interview conventionnelle, parce que, bon, vous ne devez certainement pas connaître ma chaîne, mais j'ai une manière d'analyser le processus historique de manière vraiment particulière, on va dire. C'est pas typique. Ce que je vous propose, c'est de faire, si vous voulez, un déroulé chronologique en partant de la Seconde Guerre mondiale pour montrer que les Russes ne sont pas dans une position agressive, mais plutôt défensive. Ok, d'accord. Puisque quand on prend la chronologie, on se rend compte en réalité que à partir du moment où il y a eu la guerre froide, il n'y a eu qu'une avancée aux frontières de la Russie jusqu'à ce que ça arrive à l'Ukraine et que ce soit, on va dire, la goutte d'eau qui fasse déborder le vase. Et je pense que c'est important pour nos éditeurs de comprendre quand même dans la perspective historique que de faire gober aux spectateurs que la Russie est l'agresseur, c'est quand même fort de café quand on regarde la réalité, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Alors, la première chose que je mets en parenthèse pour commencer, c'est de savoir comment vous, personnellement, avant de commencer la chronologie, je voudrais savoir comment vous et votre famille, vous êtes traités par l'État français, parce que j'ai entendu dire qu'on vous avait coupé vos comptes en France et que vous étiez fiché S même maintenant. Oui, bah, en fait, je pense que moi, ma vie a basculé quand j'ai été observateur du référendum pour le rattachement à la Russie en septembre 2022. Puisqu'à mon retour, immédiatement, ma chaîne YouTube a sauté, sans avertissement. Ensuite, la banque m'a appelé pour me dire que mon compte était fermé, alors que j'avais répondu à peu près toutes les questions qu'ils m'avaient demandé, qu'en plus j'avais un crédit quand même, donc c'était la BNP, que je dois toujours d'ailleurs trouver une solution pour rembourser. Donc ensuite j'ai ouvert un compte à Orange Bank et quand Orange Bank a été racheté par la BNP, eh bien mon compte aussi a été fermé. Voilà. Et maintenant, donc depuis, à chaque fois que je traverse la frontière, donc la police de l'air et des frontières m'arrête, prend mon passeport, disparaît avec pendant un quart d'heure, 25 minutes. Ça c'est à l'aller et au retour. Et en plus à l'aller, je suis fouillé la plupart du temps par la douane, mais alors complètement, hein. Tout est pris dans ma valise, tout est photocopié, voilà. Fait perdre, entre autres, 3 quarts d'heure, 1 heure. Et j'ai failli rater l'embarquement quand je suis rentré en France la dernière fois. Voilà, c'est des petits... Bon, après, c'est pas grand-chose par rapport à ce que subissent les soldats russes sur la ligne de front, mais c'est pour aussi montrer comment les opposants politiques sont traités dans notre pays. Ouais, parce qu'en réalité, vous êtes français d'origine, vous êtes de nationalité française, donc normalement... Ah oui, je suis un citoyen français, j'ai jamais été condamné, ni pour insulte, ni pour injure, ni... voilà, j'ai un casier parfaitement vierge, mais bon, voilà, c'est visiblement... Est-ce qu'on peut rappeler que vous êtes quand même un contractant avec le gouvernement français pour la défense de l'ambassade de France en Ukraine? Ah non, ça c'est une vieille histoire. Moi, j'ai quitté le monde de la sécurité en 2014. En 2014, c'était terminé. Ben, en fait, c'est-à-dire que il y avait d'autres actionnaires que moi, et moi en 2014, j'ai commencé à écrire. C'est ce qui m'a rendu célèbre, c'est-à-dire que j'ai écrit sur un site que j'avais cofondé qui s'appelait realpolitique.tv. J'ai écrit une série c'était quasiment plus qu'hebdomadaire, qui s'appelait République bananière d'Ukraine. Et en fait, j'expliquais ce qui s'y passait et ça a eu un succès fou. Et c'est un peu ce qui m'a motivé pour après monter un autre site qui s'appelait Stratpol, donc qui a démarré en septembre 2014. Et donc pour la faire courte, mes actionnaires m'ont dit écoute, faut choisir entre la politique et le business. Et ben j'ai choisi la politique. Voilà, donc j'ai fait autre chose. Je suis parti dans l'informatique. Et voilà. Du coup, question, ils vous ont vraiment fiché S? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors, quand vous passez la frontière, ils vous le disent pas, mais la dernière fois que je suis passé, d'ailleurs, je suis arrivé avec mon passeport, parce que, en fait, moi, le portail automatique ne fonctionne pas.
Donc, je suis arrivé avec mon passeport directement. La petite dame qui orientait, je lui ai dit, écoutez, je suis fichier S, donc je vais aller directement au guichet. J'ai mis de perdre du temps. Ah bon, après, il y a un jeune homme qui m'a couru après. Qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, bah écoutez, je suis fichier S, donc vous allez me prendre mon passeport, vous allez le passer, ça va tilter, vous allez me demander mes tickets d'embarquement, les voilà, j'ai des copies, vous pouvez les garder si vous voulez. Et dire, bon, vous croyez? Donc il est passé derrière dans son guichet, il a passé mon passeport, effectivement, il y a un truc qui s'est passé, il est sorti, il m'a dit, bon, bah vous connaissez la musique? Je dis, oui, je connais. Donc il est parti avec mon passeport, et puis il est revenu après, au bout de... Là, c'était assez rapide, un quart d'heure, 20 minutes. Alors, je vais faire une petite pique au gouvernement français. Ça leur sert pas à grand-chose de vous ficher S. Ils peuvent pas se servir de vous comme terroriste contre la population française. Non, bah voilà, j'ai pas de projet prévu au Bataclan, mais je pense que c'est des petites nuisances pour c'est très mesquin, c'est très macronien, je trouve d'ailleurs comme petite vengeance, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Donc s'ils pensent que ça va me dissuader, ils se font le doigt dans l'œil. Ça veut dire que le général de Levard, il est aussi fiché S, vu qu'il a été observateur en Russie de la... Je sais, c'est possible, il faudra lui demander. Ce qui est clair, c'est qu'il pourrait le devenir. Bon, lui, il est quand même général, donc c'est un peu plus compliqué. Et puis en sein du renseignement, c'est quand même assez cocasse. Voilà. Donc moi, je suis personne, donc c'est plus facile. Non, vous n'êtes pas personne, parce que vous êtes célèbre en Russie, vous intervenez assez souvent dans les... Vous représentez un peu la France, quelque part, vous sauvez un peu... Voilà, je suis le Français de service. Alors, mais du coup, vous vivez en Russie maintenant? Oui, je suis citoyen russe depuis 2013. D'accord. Et ça a été compliqué pour votre famille, toute cette façon d'être traité ou... Pour l'instant, ma famille, depuis le début de l'opération militaire spéciale, on n'est pas retourné en France parce que ça coûte cher, ça coûte très cher parce que maintenant il faut faire, ou c'est très compliqué. Et donc en fait, pour l'instant, quand j'ai voyagé tout seul. D'accord. Ok. Bon, il y a quelque chose que vous avez dit qui nous plaît beaucoup, c'est que vous avez parlé de République bananière. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Vous connaissez un certain Allen Dulles? Allen Dulles? Ouais. Oui, c'est un personnage historique, c'est le patron de la CIA. Qui a été viré par Kennedy pour le fiasco de la baie des cochons. C'est ça, oui. Et qu'on retrouve dans la commission Warren, mis par Lyndon B. Johnson pour étouffer un peu le crime. Et est-ce que vous savez que... moi, j'ai consulté des documents, parce que j'ai parlé de chronologie tout à l'heure, donc on va partir au moment où la Seconde Guerre mondiale s'arrête. On a vu que les Américains s'étaient retournés contre leurs alliés russes et que la guerre froide avait commencé. Oui, tout à fait. Il y a eu une rencontre qui a donné lieu en Russie à une série télévisée dans les années 50 qui s'appelait les 17 moments du printemps, où c'est l'histoire vraie de la rencontre entre Dulles et le chef de la sécurité du Reich, qui s'appelait Koch, ou je sais plus son nom, ou Wolf. Et donc c'est une histoire vraie, hein, mais simplement, Dulles a rencontré Wolf, mais il n'y a pas eu d'accord. Mais l'histoire, en fait, c'est l'histoire d'un espion russe dont la mission est de savoir où en sont les négociations. C'était le rêve d'Hitler, hein, c'était le retournement d'alliance. Il y croyait quasiment jusqu'au bout, jusqu'en avril, à la mort notamment de Roosevelt, le 14 ou 16 avril 1945. Il croit au miracle de la maison de Prusse, en fait, hein, de la maison de Brandebourg, comme quand l'impératrice russe Élisabeth était morte, et ce qui fait que ça a sauvé la Prusse après la guerre de 7 ans de la destruction, de l'annihilation totale. Voilà. Bon, je parle de Dulles pour une raison toute particulière qui va peut-être vous intéresser si vous n'êtes pas au courant. C'est que moi, j'ai trouvé des documents, je les ai consultés il y a quelques années, où il y a la signature, en tant que responsable de la CIA de Dulles, pour le financement et la formation militaire des groupuscules ultranationalistes ukrainiens contre le communisme juste après la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. En fait, c'est un projet, c'est officiel. Hein, ça s'appelle le Bloc des Nations anti-bolcheviques. Et donc, en fait, l'idée, c'était un vieux projet polonais qui s'appelait le prométhéisme, donc qui visait, en fait, comme aujourd'hui, à fractionner la Russie en une multitude de petites parties en utilisant la multiplicité ethnique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à la tête de ce bloc des nations anti-bolcheviques, ils ont mis un certain Stetsko. Et Stetsko, c'était l'adjoint de Stepan Bandera.
Et Stetsko, c'est lui qui a proclamé l'indépendance de l'Ukraine le 30 juin 1941, juste après le début de l'opération Barbarossa. Et dans l'article 3 de cette déclaration d'indépendance, c'est marqué que la nouvelle Ukraine se construira dans le cadre de la nouvelle Europe sous la direction de son Führer bien-aimé, Adolf Hitler. C'est quasiment les termes de la déclaration. Et donc Stetsko dirigera cette structure jusqu'au milieu des années 80, et ensuite c'est sa femme qui en prendra la suite. Et puis après, la structure sera dissoute, mais pas l'idée, puisque par exemple en janvier 2023, la Pologne, le PiS, a organisé au Parlement européen un grand colloque où invitaient les leaders donc des ethnies russes, des gens que personne ne connaît, mais qui étaient là à Bruxelles et qui ont expliqué que la Russie était un vilain pays colonial, ce qui est totalement faux évidemment. Et voilà, donc oui, ce fantasme, ce rêve de découper la Russie en morceaux est quelque chose de tout à fait réel. Oui, et puis ça date pas d'hier. Parce que le financement des Ukrainiens ultranationalistes par la CIA, c'est pas nouveau. Mais j'ai envie même d'aller plus loin, parce que quand on regarde Dulles qui a été viré au niveau de la baie des cochons, quand on regarde la crise des missiles de Cuba, il y a quand même quelque chose de très contemporain quand on réfléchit. Si on inscrit l'assassinat de Kennedy dans la perspective de l'opposition entre bloc de l'Ouest et bloc de l'Est, moi, je ne peux pas m'empêcher. Une de mes spécialités, c'est l'assassinat de Kennedy. Je sais qu'il a été assassiné parce qu'il avait des accords secrets avec Khrouchtchev pour mettre fin à la guerre froide en cas de réélection. Il voulait mettre fin à la guerre froide. Et que Allen Dulles se retrouve dans la commission Warren pour étouffer l'affaire et que Lyndon B. Johnson replonge les Américains dans la guerre au Vietnam alors que Kennedy est en train d'en sortir, on voit que le même État profond qui a assassiné Kennedy pour continuer la guerre froide se prolonge aujourd'hui par Biden, qui finance les néo-nazis en Ukraine, et que le fil directeur de l'assassinat de Kennedy ramène à la guerre en Ukraine, finalement. C'est-à-dire c'est le même État profond américain avec les mêmes projets. Oui, alors moi, je ne suis pas spécialiste de l'assassinat de Kennedy. Ce qui est clair, cependant, c'est que la crise des missiles de Cuba a inauguré toute une série d'accords pour essayer quand même, on s'est rendu compte qu'on était passé pas très loin de la catastrophe, pour essayer de limiter les armements, les missiles antimissiles, de contrôler, d'avoir une guerre froide contrôlée, dirons-nous. Voilà. Maintenant, c'est vrai que maintenant que les archives sont ouvertes, on sait que l'URSS n'avait pas l'intention d'attaquer l'Occident. Il y avait plutôt cette idée que marxiste d'ailleurs, marxiste-léniniste, que l'Occident, que le capitalisme finirait par s'écrouler victime de ses propres contradictions. Donc le but, c'était pas de comment dirais-je, de déclencher la guerre, puisque de toute manière, encore une fois, l'ennemi allait s'effondrer de lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pensait la même chose également à l'Ouest, c'est-à-dire qu'il y avait cette idée de convergence, que finalement les systèmes finiraient par converger à un moment. Ça vous a jamais énervé? Parce qu'à l'époque, les Russes ont été accusés. Ils prétendaient qu'Oswald était un agent russe qui était derrière l'assassinat de Kennedy, ce qui est complètement faux. C'était un type de la CIA. Moi, j'ai fait le travail dessus. J'ai même trouvé le numéro de dossier d'agent de la CIA d'Oswald. Mais que les Russes n'aient jamais rien dit, alors qu'ils ont certainement fait une enquête sur l'assassinat de Kennedy, ça m'a toujours surpris parce qu'ils ont été accusés dans l'affaire. Donc la moindre des choses, c'est que ça aurait peut-être été utile que les Russes fassent connaître le fruit de leur enquête sur l'assassinat de Kennedy. Je ne peux pas vous aider là-dessus parce que je connais pas le thème. Bon, alors pour clore le sujet de Allen Dulles, il avait un frère qui avait une compagnie, parce que vous parliez de République bananière. Vous savez que l'expression République bananière vient du comportement des Dulles au Guatemala. On dira au Guatemala. Moi, je pense que la United Front Company était impliquée au Guatemala, mais c'est peut-être. Je crois que c'est le Guatemala. Et ce que Kennedy ne supportait pas, c'est que les frères Dulles utilisaient la CIA pour faire des coups d'État et pour leurs affaires. C'est-à-dire qu'ils n'hésitaient pas à renverser des gouvernements pour leurs affaires. C'est de là que vient l'expression République bananière. Ça peut être au Honduras, mais je pense que c'est au Guatemala de tête. Je me trompe peut-être, je ne suis pas... mais je trouve que c'est très contemporain quand on regarde le comportement des Dulles avec la façon dont ils envisageaient la Russie ou l'URSS à l'époque, mais la Russie aujourd'hui, on voit que c'est quand même toujours la même chose, quoi. On a des gens qui utilisent un appareil d'État profond et qui envisagent les autres pays comme une chasse gardée, quelque part. Ça n'a pas beaucoup changé.
Oui, bah, de toute manière, pour ça c'était un sujet, j'ai interviewé Pierre-Antoine Plaquevin il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire que pour la puissance maritime, la puissance continentale est un problème. Et donc, il faut la contrôler. Et pour la contrôler, ben, en tout cas, ils le pensent, il faut contrôler ce qu'ils appellent le Rimland, c'est-à-dire les côtes, et empêcher l'union du continent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un peu ce qui est en train de se produire entre la Chine et la Russie, et c'est le pire cauchemar, en fait, qui est en train de se réaliser. C'est pour ça qu'ils ont défini, on est sorti du paradigme de la lutte contre le terrorisme, on y est sorti, je crois que c'était en 2018, c'était le général Mattis, ou 2020, quand il a déclaré, notre problème c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est la lutte contre les puissances révisionnistes. Et là, on a entendu il n'y a pas longtemps Mike Johnson, donc le président de la Chambre des représentants, qui a lui-même repris le thème des puissances révisionnistes et du nouvel axe du mal, Iran, Chine, Russie. C'était assez insupportable d'ailleurs de voir que Trump a cautionné ce Johnson, quoi. On a l'impression que Trump choisit toujours les types qui se retournent complètement, quoi. Le problème, c'est qu'on l'a vu pendant le premier mandat de Trump. Alors je pense que ce sera un peu plus facile pour lui parce qu'il y a plus de députés trumpistes qui en a maintenant, qui en avaient grâce aux primaires internes, qui en avaient lors de son premier mandat. Mais il faisait face non seulement au Parti démocrate, mais également à la majorité du Parti républicain. Ensuite, il faut voir une chose, c'est que l'état de l'armée américaine est catastrophique parce que Washington n'a pas cessé de livrer des armes ces derniers mois. Je crois que la crise pour l'aide des 60 milliards, elle a démarré au mois d'octobre. Mais les Américains, le Pentagone a continué à livrer des armes. Donc maintenant, il ne s'agit même pas d'équiper l'Ukraine, il s'agit de refaire les stocks. Et donc, je pense que Trump s'est trouvé face à un dilemme, c'est-à-dire soit l'armée américaine est en slip et on la laisse en slip, soit on refait les stocks. Et puis, avant une élection présidentielle, se mettre à dos le complexe militaire-industriel. On sait depuis le général Eisenhower, que c'est pas une bonne, que c'est très compliqué et très dangereux. Je fais une parenthèse avant de revenir au déroulé chronologique, parce qu'après j'aimerais parler de Tchernobyl et de votre vision dessus, quand même, ça m'intéresserait. Mais pour parler de l'armée américaine, vous ne croyez pas qu'il y a quand même un peu de la naïveté à sous-estimer la perversité et la volonté de destruction des anglo-saxons et le fait qu'ils aient des armes vraiment de destruction massive dont les gens n'ont pas forcément connaissance. Moi, je compare l'arsenal, par exemple, des satellites russes avec les satellites que possèdent les Américains. Quand on sait qu'ils équipent leurs satellites d'armes à énergie dirigée et de laser, est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas un problème de sous-estimer la capacité de nuisance des Américains malgré le fait qu'on prétende que leur armée vaut rien? Est-ce qu'il faut pas Non, j'ai pas dit que leur armée ne valait rien. Ils ont fait des choix technologiques qui fait qu'aujourd'hui ils peuvent pas gagner une guerre de haute intensité contre la Russie, ou même je pense contre la Chine, parce que ils ont choisi encore une fois des armes de haute technologie, de trop haute technologie, qui sont pas capables de produire massivement, qui coûtent très cher, donc qui font gagner beaucoup d'argent au complexe militaire-industriel, mais qui ont démontré leurs limites. Là, on vient de le voir avec le retrait de l'Abrams M1, A1, pardon, M1 Abrams du front, parce que ça marche pas, parce que c'est trop compliqué, la logistique est trop compliquée, parce qu'il est trop lourd, parce qu'il est trop haut, pour des tas de raisons que j'avais évoquées il y a déjà 2 ans, enfin il y a déjà 1 an et demi quand les premiers sont arrivés, c'était en décembre, je crois, de l'année dernière, de l'année 2022. Donc voilà, ils ont fait des choix de haute technologie, mais effectivement, ils disposent notamment dans l'espace, c'est eux qui ont le plus de satellites dans l'espace. Donc on l'a vu, d'ailleurs, si aujourd'hui l'armée ukrainienne arrive encore à communiquer, c'est grâce à Starlink. Et Starlink, c'est un projet mixte. Bien qu'Elon Musk a dit qu'il voulait arrêter de couvrir le régime ukrainien avec... Je ne pense pas qu'il ait le choix. Là, franchement, je ne me fais aucune illusion là-dessus. Pour l'instant, ça fonctionne très bien. Sans ça, si vous voulez, il y a une thèse qui dit que la première tentative de lancer une opération d'épuration ethnique, ça a été au printemps 2021. Mais qu'à ce moment-là, les Russes ont tout brouillé. Les Russes sont très très forts en guerre électronique, c'est les meilleurs au monde. Tout le monde le disait dans les magazines spécialisés sur l'armement avant le conflit. Et donc en fait, les Russes auraient tout simplement brouillé tous les systèmes de communication, donc ils ont laissé tomber.
Et en 2021, ce qui s'est passé, c'est la mise en œuvre de Starlink. Starlink est arrivé à maturité. Et ça a complètement changé les choses, puisque ça permet à Kiev, quoi qu'il arrive, de pouvoir communiquer. Et comme de toute manière, les décisions stratégiques, tactiques sont prises par un état-major de l'OTAN, c'est ça qui compte en fait. Le commandement, c'est même pas Syrski, c'est Starlink, c'est un état-major de l'OTAN. Vous pensez que le niveau de technicité des Russes leur aurait permis de mettre en place ce qu'on a vu à Baltimore, là, dans le port? Non, absolument pas. D'accord. Alors, non, mais c'est bien de le préciser, parce qu'il y a eu tout un tas de thèses où on disait que les Russes ont fait exprès de faire... Bon, vous ne croyez pas. Parfait. Alors, je reprends... Ce que je pense, en revanche, oui, ce que j'ai dit, c'est que les Russes ont un problème avec les drones marins anglais en mer Noire. Et leur manière d'avoir répondu, c'est qu'il y a maintenant, ça va faire un mois, le chef des Houthis a annoncé que les tests des missiles anti-navires hypersoniques étaient concluants. Sachant que la technologie hypersonique, il n'y a qu'un seul pays en missile de croisière et anti-navire, il n'y a qu'un seul pays qui la maîtrise au monde, c'est la Russie. Donc ça veut dire que le message est... Et depuis, il n'y a plus eu d'attaque avec des drones marins contre soit contre le pont de Crimée, soit contre des navires russes. Donc à bon entendeur salut, c'est-à-dire que en gros ça veut dire si jamais vous détruisez nos bateaux, nous on détruira vos bateaux en mer Rouge. Dans le détroit de Bab el-Mandeb. Ne jamais sous-estimer la capacité de nuisance de l'armée anglaise. Voilà. Tout à fait. Mais là, le problème, c'est qu'avec la crise israélienne, en fait, et à cause du canal de Suez, ils ont été obligés de s'exposer. Et ce qui fait que, comme la Russie et l'Angleterre et les États-Unis ne se font la guerre que par proxy, proxy ukrainien d'un côté, et là, maintenant, il y a les Houthis, et visiblement, à moins d'un miracle, je ne vois pas comment les Houthis auraient pu maîtriser la technologie hypersonique que les Américains, les Français, les Anglais, les Allemands ne maîtrisent pas. Et alors, ils sont vraiment surprenants, ces outils, parce que c'est vrai qu'on a quand même tendance à dire oui, le monde arabe n'est pas très solidaire en réalité de ce qui est en train de se passer, comme le génocide qu'on voit là en Palestine. Et on voit que les outils, quand même, ce sont des gens qu'on a l'impression d'être des gens pauvres, qui sont vraiment désavantagés. Et pourtant, ce sont des combattants qui se démarquent de la... surtout, vous avez eu, à mon avis, une rupture technologique, ce qui permet à des armées pauvres, pour peu qu'elles aient l'aide en l'occurrence de l'Iran, c'est le cas des Houthis, qui a pris fait et cause pour les Palestiniens, qui est même d'ailleurs le leader dans ce domaine-là, pas uniquement, il y a la Turquie aussi qui vient de recevoir le Hamas. Mais donc pour ces armées-là, finalement, elles peuvent disposer d'armes pas de très haute technologie, mais d'une technologie moyenne, qui sont suffisantes pour menacer des pays bien plus riches et bien plus puissants. D'ailleurs, c'est finalement aussi ce qui se passe en mer Noire. Alors, contrairement à ce qu'on dit, l'Ukraine ne contrôle pas du tout la mer Noire. La Russie fait ce qu'elle veut encore. Mais, par exemple, un patrouilleur au large de la Crimée ou à quai, peut être touché par un drone marin, effectivement, qui coûte pas très cher, et pour peu qu'il bénéficie, bien sûr, du renseignement britannique, des avions espions. Voilà. Donc, ce qui fait qu'en fait, les Houthis sont un peu dans la même situation. C'est-à-dire que effectivement, ils sont pauvres, ils sont courageux. Ça fait très longtemps qu'ils font la guerre et tout d'un coup, il y a une puissance iranienne ou russe qui met à leur disposition des armes de haute technologie qui permettent de menacer la première flotte au monde, qui est la flotte américaine. Bon, alors, d'accord. 2 points maintenant. Juste, je fais une petite parenthèse. À mon avis, quand je regarde comment les Américains ont géré la Seconde Guerre mondiale, où ils ont laissé les gens s'entretuer et ils sont intervenus au dernier moment, je dis... Méfiez-vous quand même de la technique des Américains de laisser les gens se battre et d'alimenter un conflit pour n'intervenir que quand les gens sont affaiblis après. Je dis, moi, je me méfie beaucoup des Américains et de la manière de se battre des Anglo-Saxons. C'est clairement, mais c'est clairement ce qu'ils font. Là, les Américains se battent contre la Russie et jusqu'au dernier Ukrainien. Et de toute manière, la négociation, elle n'aura pas lieu entre Kiev et Moscou. De toute manière, dans une vingtaine de jours, le président Zelensky ne sera plus légitime ni légal. Donc, en fait, c'est pas lui qui va prendre les décisions. Ce sera décidé entre Washington et Moscou. On le sait, il y a des connexions perpétuelles, en permanence, entre le chef des services secrets américains, Burns,
et le chef des services secrets russe, Narychkin, ils se parlent. Donc c'est entre eux que ça va se décider. Donc on arrivera à un moment, comme le dit très bien le général de la Ward, eh bien finalement le Washington ne pourra pas faire autre chose que d'acter la défaite militaire sur le terrain. Mais défaite relative, puisque la destruction de l'économie européenne est une victoire américaine. Alors pas contre la Russie, mais contre l'Europe. Donc là-dessus, même eux, si maintenant eux faisaient la paix, ce qu'ils sont en train de faire, on voit très bien, ils mettent un système pour que les sanctions ne puissent pas être détricotées du jour au lendemain. Quoi qu'il arrive, ils ont obtenu la destruction de l'économie européenne, et c'est pas rien. C'est pas rien. Est-ce que d'un autre côté, parce que moi j'insiste là-dessus, est-ce que les Russes sont conscients que les Américains et les Anglo-Saxons s'arrêteront jamais avant d'avoir eu gain de cause ou avant d'avoir été défaits? Parce que moi je connais bien le monde anglo-saxon, ils n'arrêteront pas, ils continueront toujours à... Oui, bah, je pense que oui. Je pense que d'ailleurs, encore une fois, ils sont en train de préparer la défaite militaire sur le terrain. Bon, elle est actée plus ou moins, à moins d'être complètement débile. C'est évident que l'Ukraine va perdre. Mais ce qu'ils veulent, c'est que ça dure le plus longtemps possible, en espérant obtenir quelque chose contre la Russie. Pour l'instant, ils n'ont rien obtenu. Il n'y a pas de catastrophe démographique parce que finalement les pertes russes sont moins que celles de l'Amérique pendant la guerre du Vietnam pour l'instant. Selon la BBC, on a 51 000 morts. Donc la Russie a agrandi son territoire. Elle va prendre a priori... Non, là, elle a pris la mer d'Azov, donc le premier port industriel ukrainien, Mariupol. Elle va prendre vraisemblablement Odessa. Elle va prendre au moins 15 millions d'habitants en plus. Donc, et en plus, elle en a profité pour s'hyper-industrialiser en faisant des réformes. Voilà. Donc ça, le but, c'est que ça dure le plus longtemps possible en espérant qu'in fine, on obtienne un affaiblissement sensible de la Russie. À mon avis, c'est pas gagné. Mais en revanche, ce qu'ils ont obtenu, et ça, ils veulent le garder. Ils veulent pas que du jour au lendemain, Berlin se précipite à Moscou en disant bon, ok, on arrête tout, on renvoyait le gaz, renvoyait l'énergie pas chère, on refait des partenariats industriels, etc. Ça, ils ne veulent pas. Donc, effectivement, ils vont continuer à se battre par pays européens interposés contre la Russie. C'est incontestable. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a... Moi, j'ai des correspondants à Moscou, je discute avec des Russes de temps à autre. Et je leur ai dit, est-ce que votre gouvernement, par exemple, vous a fait des simulations d'attaque nucléaire pour savoir comment vous devez réagir? Parce que vous n'avez pas, vous, une seule seconde, l'impression que les Américains iront jusqu'au bout, jusqu'à déclencher une guerre pour détruire la Russie. Ça, vous n'y croyez pas? Non, bah, sinon c'est la fin du monde, et puis après tout, voilà, c'est la fin. Mais non, comme dirait Sartre, avec l'arme nucléaire, l'humanité a été mise en possession de sa propre mort. On n'est plus à l'époque d'Hiroshima, on est à l'époque de la bombe H, on n'est plus dans une quinzaine de kilotonnes qui déjà détruisent une ville. Hein. On est dans des mégatonnes. Donc je crois que la plus grosse bombe c'était 50 mégatonnes, c'était une bombe soviétique. Donc avec ça, si vous voulez, vous détruisez la planète. Hein. Et les Russes en ont 2000. Voire 5000 je crois. Les Américains sans doute autant. Donc, bon. Oui, il y a ce qu'ils disent et puis il y a ce qui est en réalité, parce qu'ils cachent bien leur jeu. Enfin, bon, moi, en tout cas, j'ai absolument pas confiance en eux et je ne parierai pas sur leur... Écoutez, si jamais c'est la guerre nucléaire, c'est la fin du monde, nos ennemis s'arrêtent là. Ma foi. Bon, je reviens, je comprends votre point de vue. Moi, j'ai un doute sur leur mentalité. Ah bah, oui, non, mais il y a des choses inquiétantes. C'est aussi un sujet qu'on évoquait régulièrement avec Pierre-Antoine Plaquevent, Youssef Indy, c'est-à-dire que quand vous avez des dirigeants qui invoquent l'Ancien Testament, qui parlent de la prophétie d'Ésaïe, comme Netanyahou, qui est soutenu par les évangélistes américains, par toute une secte protestante fanatique, oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Mais je dis encore une fois, si jamais on bascule dans le nucléaire, c'est la fin du monde. Donc je dirais, ça sert pas à grand chose de spéculer là-dessus. Faisons comme s'ils n'allaient pas le faire. Est-ce que vous croyez qu'avec l'arsenal nucléaire, c'est vraiment... Parce que bon, on a vu des bombes nucléaires déjà avec tous les tests qui ont été faits sur la planète. Bon, qu'il y ait que des bombes nucléaires qui explosent, ça ne détruira pas la planète. Vous pensez que... Ah, si, les bombes mégatoniques, si, ça détruira la planète, il n'y aura plus rien. D'accord, bon, ok. Bon, c'est la fin de l'humanité. C'est un point de vue militaire, ça. Oui, bah, j'ai fait ma maîtrise d'histoire sur l'emploi de l'arme nucléaire tactique. Donc, qui était censé d'ailleurs être des petites bombes. Mais en fait, l'arme nucléaire tactique, c'est Hiroshima et Nagasaki, du point de vue de la puissance. C'est des dizaines, voire des dizaines de kilotonnes quand même. Mais aujourd'hui, on est passé de la bombe, dans les années 50, je crois que c'est en 54, on est passé à la bombe H. Et là, c'est de la fusion nucléaire, c'est des mégatonnes. Et ça rase la planète. Il n'y a plus rien, il n'y aura plus rien.
Bon, merci de cette précision, ça permet un peu d'y voir plus clair pour quand on ne connaît pas trop. Moi, j'ai pas de formation militaire. Je suis de 79 et Chirac. J'ai fait ma maîtrise à la Sorbonne. Moi, c'est dans le cadre, dans le cadre. Bon, j'étais encore à Saint-Cyr, mais oui, c'était en accord avec Saint-Cyr. Hein, oui, mais vous avez fait votre service militaire. Oui, j'ai fait, voilà. Je suis d'une époque. Oui, en fait, disons que nous, il faut voir que l'armée dans laquelle j'ai servi avait encore l'arme nucléaire tactique. C'était encore dans la réflexion, même si petit à petit on en était sorti. Pour ces raisons-là, par exemple, la France est passée. Si vous voulez, c'était quoi l'idée à l'origine, l'arme nucléaire est considérée comme une super artillerie. C'est pas considéré comme l'arme de la fin du monde. Et donc la France se dote, par exemple, du Pluton, grâce au général de Gaulle. Donc le Pluton, c'était de mémoire, ça portait à 120 km et il devait y avoir peut-être ça devait être un peu Hiroshima en fait. Le problème, c'est que le rayon de destruction, c'est 120 km. Non, la portée. C'est pas grand-chose. 120... Non, c'est pas grand-chose. C'était le problème que ça posait aux Allemands, puisqu'en fait, on était censé utiliser l'arme nucléaire tactique contre les divisions soviétiques. Mais comme elles étaient déployées à la frontière, dans le Rhin, les Allemands voyaient qu'on allait leur tirer des bombes nucléaires sur leur territoire. Donc là, on s'est dit, flûte, c'est pas très sympa. Donc on s'est doté de l'Hadès. Donc l'Hadès portait à 450 km. Et puis il y a eu à ce moment-là la chute de l'Union soviétique, la réunification allemande. Donc même avec 400 km, de toute manière, 450 km, on tapait dans le territoire de l'Allemagne réunifiée. Donc ça leur plaisait pas non plus. Et de toute manière, en fait, les stratèges, on a eu les stratèges du nucléaire français. Il y a eu ce qu'on appelait les généraux de l'apocalypse, le général Poirier, général j'oublie toujours leur nom. Moi, j'ai surtout travaillé sur le général Gallois. Donc, en fait, sont arrivés à la conclusion qu'en fait, l'escalade nucléaire n'était pas contrôlable. C'est-à-dire que c'est pas, allez, on y va avec des bombes de 15 kilotonnes, et puis on s'arrête là. Non, une fois que vous en envoyez de plus en plus. Et donc, finalement, la France avait changé de doctrine, et sa doctrine, c'était l'ultime avertissement. C'est-à-dire qu'on montre qu'on est déterminé en faisant exploser un missile nucléaire, pas forcément sur une cible militaire. Pourquoi pas au-dessus de l'océan, mais pour montrer qu'on est prêt à appuyer sur le bouton. Et c'était ça, en fait. On est passé de l'arme nucléaire tactique à l'ultime avertissement. Et aujourd'hui, en fait, on est comme les Russes, en fait, on est dans une dissuasion pure et simple. Les seuls qui parlent d'utiliser ouvertement l'arme nucléaire en premier, ce sont les Américains. Oui, c'est possible, mais j'ai rien vu j'ai pas vu de déclaration officielle. En revanche, le général Todd Walters, en 2020, il fait, vous trouvez ça sur Internet, il répond à une commission d'enquête parlementaire, je crois que c'est devant le Sénat, et le sénateur, qui est une femme, lui demande: est-ce que vous êtes partisan de l'emploi de l'arme nucléaire en premier? En principe, quand on est dans une posture purement dissuasive, l'arme nucléaire, c'est la réponse en second. C'est pour ça que Washington avait d'ailleurs été sorti George Bush Jr. était sorti de l'accord de 1972 sur l'accord des ABM, donc anti-ballistic missile, pour essayer d'enlever aux Russes la capacité de réponse en second. Mais c'est un échec complet, puisque les Russes ont développé leurs vecteurs, notamment hypersoniques. Et donc, en fait, finalement, on a demandé au général Todd Walters, est-ce que vous êtes favorable à l'utilisation en premier de l'arme nucléaire? Et il a répondu oui. Je suis pour une more flexible use. Oui. Et ce qui aurait dû en principe, inquiéter, voire terroriser les alliés de l'OTAN. En disant, mais qu'est-ce que c'est que ces cinglés qui sont nos alliés? Mais non, c'est pas ces crèmes. Mais il y a pire, parce que l'Insegram, qui est aussi un barjot dans son genre, qui se réjouissait de la mort de Russes sur le théâtre ukrainien, a poussé pour que des lois soient adoptées pour qu'il y ait une frappe nucléaire envisageable. Oui, tout à fait. Non, mais les seuls, je crois que le premier c'était le secrétaire à la défense de George Bush Jr., pas Colin Powell, j'ai oublié son nom, un nom un peu germanique. Peu importe. C'était lui aussi en parlait ouvertement. Les seuls qui parlent ouvertement d'utiliser l'arme nucléaire en premier, en first use, c'est Washington. Et puis il y avait aussi avec l'Insegram, qui est un personnage qui est quand même assez nocif,
la volonté aussi de faire valider l'utilisation d'armes à uranium appauvri sur le théâtre d'opération, ce qui est quand même assez... avec non, mais il y a des gens extrêmement inquiétants aux États-Unis, notamment une espèce de secte protestante. D'ailleurs, c'est eux qui ont migré de l'Angleterre pour aller là-bas. Hein. Donc, c'est ce que me disait d'ailleurs un de mes amis qui était qui était Moscou, lui-même juif, et je lui demandais, quel est le poids du lobby, donc le lobby juif aux États-Unis, et il m'a dit, écoute, c'est pas le lobby juif qui m'inquiète, c'est plutôt le lobby, les lobbies, il y a des sectes protestantes qui sont encore plus fanatiques et qui me disaient, il y en a qui sont convaincus parce qu'il y a seulement 12 tribus qui seront sauvées, donc ça fait en gros 144 000, et qu'il y aura que 144 000 habitants qui seront sauvés. Il m'a dit, il y a des gens très haut placés qui croient à ça. Et c'est ça qui m'inquiète, moi, davantage. C'est la récurrence du couple entre les adeptes de Malthus et le talmudo-sionisme. En général, ils fonctionnent ensemble et ils sont assez barrés hein, dans le genre. C'est ce qu'analyse très bien celui qui est très compétent là-dessus, c'est Youssef Indy. Qui me doit une interview sur le Dajjal, d'ailleurs. J'attends toujours qu'il me réponde là-dessus. Puisqu'il m'a dit qu'on la ferait, cette interview. Mais alors, je reviens sur la chronologie, puisqu'il faut quand même que je suive ma trame. Là, on a digressé. On avait passé la crise des missiles de Cuba, on avait passé ces années 60, on a parlé d'Allen Dulles. Moi, j'ai fait une interview avec Thierry Messant, d'ailleurs, qui me disait que déjà dans les années 70, et les Russes et les Américains avaient des satellites qui pouvaient, avec un laser, découper des sous-marins. Donc, Thierry Messant dit qu'il était au courant de ces programmes-là secrets et que ça existait déjà dans les années 70. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non, mais qui ait des projets, qui ait des projets dans ce sens-là. En fait, les accords internationaux interdisent le déploiement d'armes nucléaires dans l'espace. Les accords qui ont été passés, encore une fois, nos grands-parents étaient plus sages que nous, donc à partir des années 70, notamment, il y a toute une série d'accords de limitation des armements, de contrôle, et puis ensuite, même ça a continué après la guerre froide, les traités à ciel ouvert, le contrôle des armes. C'est quand même ambigu. Hein. Oui, non, mais tout à fait. Mais d'ailleurs, oui, le Star Wars, mais en fait, c'est un énorme bluff de Reagan qui a bien fonctionné, l'initiative de défense stratégique, le discours de mars 1983. Mais cela dit, il y avait quand même des choses qui ont fonctionné, et notamment, donc en principe, il y a un accord international, ce qui fait qu'on ne déploie pas d'armes nucléaires dans l'espace. En revanche, des armes à énergie dirigée, ça, oui, je pense que les Russes, peut-être même les Français, les Américains travaillent là-dessus. C'est fort probable. Je n'ai pas d'informations particulières. Je me rappelle que Trump avait essayé de demander l'autorisation de pouvoir mettre effectivement des armes satellitaires. Lui, il avait dit des armes nucléaires depuis l'espace pour pouvoir détruire des météorites qui détruiraient la planète. Enfin, on voit bien que c'était de la triche, quoi. Enfin, c'était vraiment dans une optique Ça, en principe, il y a un accord international qui en empêche. Pas d'armes nucléaires dans l'espace. Bon. Mais tout le reste est autorisé. Hein. Enfin, n'est pas interdit, en tout cas. Parce qu'on parle aujourd'hui de technologies de missiles balistiques qui vont à Mach 11, que les Russes possèdent et qu'ils peuvent pas... Mach 27. Les missiles balistiques, le planeur avant-garde vole jusqu'à Mach 27. Mach 27 ouais. C'est des vitesses... Et il manœuvre. Mais je veux dire, si on a un satellite à visée laser, est-ce que ces missiles balistiques peuvent être détruits par satellite ? En principe, tout est possible, mais il faut quand même arriver à l'attraper, le missile, quand ça va à Mach 27 et que ça manœuvre. Après, c'est une guerre de calculateurs de tir. Hein, donc, en principe, tout est possible. Même l'escalade entre le vecteur et le bouclier, entre l'épée et le bouclier, elle continuera jusqu'à la fin du monde. Donc les Russes aujourd'hui, eux, alors qu'en fait ils sont quasiment pas menacés parce que personne ne dispose réellement de missiles hypersoniques, ils développent des systèmes anti-aériens pour attraper les vecteurs hypersoniques. Ils partent du principe que tôt ou tard, Washington va y arriver. Et donc en fait ils doivent être prêts à intercepter des vecteurs hypersoniques. Bon, alors c'est ce que je pensais. Donc j'étais revenu aux années 70 en passant par Messant en faisant une digression encore. Mais pour arriver à Tchernobyl, puisque quand on continue dans l'optique de la guerre froide et de l'opposition, moi j'ai travaillé un peu sur le sujet et pour moi, hein, c'est une intuition que j'ai, je me dis, c'est pas tant un accident que ça. Moi je vois les services anglais avec un acte terroriste derrière. Est-ce que votre analyse de la catastrophe de Tchernobyl vous fait penser que c'est un accident ou que ça pourrait bien être un acte de sabotage au niveau de l'espionnage, quoi?
Je m'étais un peu renseigné là-dessus. Ça m'a l'air plutôt de l'incompétence locale. Hein, donc j'ai pas vu de théorie russe sur le fait que ça puisse être un sabotage. Parce que la théorie que j'ai vue, c'est-à-dire que ils ont voulu faire un test de sécurité qui a mal tourné. Voilà. Mais vous parlez d'incompétence, quand on regarde les décisions prises par le directeur de ce centre, c'est tellement navrant, quoi, que je me dis. C'est bureaucratique. Pour moi, c'est en fait c'est un événement qui arrive quand on a atteint un niveau de bureaucratie absolument faramineux. C'est-à-dire on n'écoute plus les scientifiques, mais on veut faire plaisir au comité central du Parti communiste d'Ukraine qui a décidé qu'il fallait faire un test de sécurité nucléaire. Je vois plutôt ça comme ça. C'est encore une fois, dans les années 80, le système est complètement à bout de course. On en est conscient, c'est la grande différence d'ailleurs par rapport à la France d'aujourd'hui ou à l'Union européenne d'aujourd'hui, c'est que les soviétiques, ils étaient conscients dès la mort de Brejnev que le système partait en vrille. Simplement, pendant 4 ans, on a changé 4 fois de secrétaire général du Parti communiste, et donc on n'a pas pu de lancer des réformes. Ils ont été piégés dans l'Afghanistan. C'est plutôt comme ça. Pour moi, Tchernobyl, pour moi, c'est ça, c'est l'achèvement, en fait, c'est le socialisme triomphant et la bureaucratie incompétente Donc, vous comparez la situation, par exemple, de la décadence européenne à la fin de l'Empire soviétique, en gros. Alors, il y a beaucoup d'ailleurs, j'ai donné une conférence qui c'était le sujet avec Alain Escada. Il y a à Metz, dans la région de Metz. C'était le sujet là, c'était la comparaison. Est-ce que l'Union européenne est une URSS 2.0? Et oui, elle l'est, mais sur certains côtés, en pire. Parce que notamment, il n'y a pas la conscience que ce truc ne peut plus durer. Que ça ne peut pas tenir. Donc il faut réformer, il faut tout arrêter. Alors que finalement, même si Gorbatchev a été un réformateur complètement nul, il était parfaitement conscient qu'il fallait arrêter les frais. Son prédécesseur, donc en 4 ans, on a eu donc Brejnev est mort. Ensuite, il y a eu Andropov, ensuite Tchernyenko, ensuite Gorbatchev. Mais Andropov était le premier réformateur. En fait, il était conscient que le système ne pouvait plus durer. Donc, il y avait vraiment une prise de conscience qu'il fallait faire des réformes, etc. Et ça, je ne l'observe pas au sein de la Commission européenne. Mais ils l'ont pas fait dans le bon sens, parce que justement, ça permet de continuer la chronologie, puisqu'on arrive à la fin de l'URSS. Quand ça s'effondre, on voit bien qu'avec le régime de Boris Yeltsin, les Américains arrivent à faire rentrer une prédation capitaliste de l'Ouest et par les oligarques à piller le pays finalement. Et quand on va voir que Poutine va faire une reprise, on va dire, pour moi, hein, il va faire une reprise et un ménage, mais il va faire une reprise relative, c'est-à-dire qu'il va se débarrasser d'oligarques, mais il va en garder certains. Ce qui veut dire que, pour moi, hein, et ça c'est une analyse dont je vous demande de votre avis dessus, parce que, si vous voulez, là on va rentrer dans un concept peut-être qui va vous plaire, je ne sais pas, j'essaye un peu de rendre ça un peu ludique, mais on peut faire un peu le concept bon flic, mauvais flic. Vous allez jouer le bon flic, et moi je vais faire le mauvais flic. C'est-à-dire que moi je vais critiquer Poutine, mais pas comme un occidental, comme un Russe frustré de la mollesse de Poutine. Ça veut dire que, bon, Poutine, il a fait le ménage en nettoyant les oligarques qui pillaient le pays, mais il est quand même resté dans un libéralisme qui était très à l'anglo-saxonne. Et est-ce que c'est pas cette ambiguïté-là qui a été exploitée par l'Occident pour essayer justement de disloquer la Russie? Non, alors en fait, d'ailleurs, Poutine, il donne la première interview qu'on a de lui, il la donne à la mairie de Saint-Pétersbourg. On est encore en URSS, il vient d'arriver responsable de la relation internationale. Et en fait, l'équipe de télé de Saint-Pétersbourg rentre dans son bureau et voit que le portrait de Lénine a été décroché, parce que tout le monde faisait à l'époque. Et donc on lui demande pourquoi est-ce qu'il a décroché. Il dit, écoutez, moi j'ai une approche tout à fait sereine de ces problèmes-là. Les bolcheviks ont, en gros, il les critique sur 2 choses. Ils ont annulé le marché, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'économie de marché, et ils ont mis une bombe sous l'État unitaire russe. C'est-à-dire ils ont créé des républiques qui n'existaient pas, notamment la République ukrainienne, biélorusse, toutes ces créations purement bolcheviques. Et le système que met en place Vladimir Poutine, c'est ce que j'appelle le national-capitalisme. C'est-à-dire c'est un système, une économie de marché contrôlée par l'État. Ça ressemble un peu, on peut appeler ça comme ça également en Chine, le national-capitalisme. C'est-à-dire vous avez la liberté d'entreprendre, vous avez un État qui très peu, avec une fiscalité très légère, et
et qui, en fait, crée une liberté économique et ça a marché. Le résultat est là. Ça, vous parlez de l'époque ou de maintenant? Parce qu'au début… De maintenant, les réformes économiques de Poutine, elles viennent immédiatement. Les oligarques sont liquidés quasiment en 2 ans, disons 3 ans, puisque Khodorkovsky est arrêté en 2003. Il est parti pour 10 ans de prison. Donc là, c'est la fin de l'oligarchie. Il n'y a plus d'oligarchie aussi. Il y a des milliardaires, mais ils n'ont aucun pouvoir politique. oui. Oui. Ça, vous êtes… Oui, certain. Citez-moi un oligarque qui a un pouvoir politique. Ok, non, je ne suis pas assez spécialiste pour le dire, mais je discute avec des moscovites qui me disent, voilà, je vous dis ce qu'ils me disent. Hein. Ils me disent, ils sont bien gentils là, au gouvernement russe, mais ils ont leurs gamins qui ont été étudiés dans les universités anglo-saxonnes, ils ont des propriétés aux États-Unis, et à un moment donné, ils sont aussi responsables de ce qu'ils ont, de servir de chevaux de Troie. C'est leur ambiguïté aussi qui est responsable de ce qui se passe, quoi. Tout à fait, tout à fait. Cela dit, moi je pense que c'est très bien d'aller faire ses études à l'étranger. Ça me dérangerait pas que mes enfants aillent faire leurs études aux États-Unis ou en Chine. Bref, à mon avis en Chine. J'ai un de mes gamins qui est plutôt doué, je l'ai mis au chinois à l'âge de 5 ans. Mais voilà, donc en soi, aller faire des études à l'étranger, ça me choque pas du tout. On peut très bien, si on a été bien élevé et si on a une colonne vertébrale, ça ne veut pas dire qu'on va passer à l'ennemi. Ensuite, si jamais vous voulez faire de la politique en Russie, je crois qu'il ne faut pas avoir été à l'étranger les 10 dernières années. Il ne faut pas avoir de biens à l'étranger, il ne faut pas avoir de compte à l'étranger, il ne faut rien avoir à l'étranger. Si jamais si vous êtes double national, si vous avez des biens à l'étranger, un compte à l'étranger, vous ne pouvez être ni élu, ni au fonctionnaire, ni faire de la politique. Donc le système est quand même bien foutu. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur les réformes économiques, les réformes, donc le national-capitalisme, que j'ai appelé le national-capitalisme, il est mis en place dans les premières années de l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. C'était dans mon premier livre d'ailleurs, La Nouvelle Grande Russie, la flat tax, la simplification fiscale, la baisse drastique des impôts, tout le système qui se met en place, qui d'ailleurs permet une augmentation des recettes fiscales. Paradoxalement, c'est ce que comprend pas Bruno Le Maire, c'est-à-dire quand on baisse les impôts, en fait, et qu'on les simplifie, et les gens les payent sans essayer de magouiller. Moi, je paye mes impôts le cœur léger ici. Parce qu'en plus, je vois dans la rue ce que ça donne, puisque la ville se transforme chaque année, c'est de mieux en mieux. Donc en fait, le système, oui, je pense que moi c'est ce que j'appelais le national-capitalisme, c'est-à-dire une économie de marché contrôlée par l'État, il ne faut pas que ça tourne à n'importe quoi, et surtout les milliardaires n'ont aucun pouvoir. Parce que moi quand je compare le régime communiste de l'époque, allez, pas à la fin, mais au milieu, on va dire, avec aujourd'hui les Russes et leur rapport aux Anglo-Saxons, je trouve que les communistes étaient plus lucides sur le danger de la prédation anglo-saxonne que ne le sont les Russes aujourd'hui, qui, après Staline, ont cru que le capitalisme, c'était la liberté, quoi, en gros. Il faut bien reconnaître une chose, c'est que on vivait, si vous voulez, l'URSS était un mensonge. D'ailleurs, s'il y a eu un tel désarroi dans les années 90, c'est qu'il suffisait à un Russe de venir faire un tour à Paris ou à Berlin pour voir que le paradis socialiste, c'était du grand n'importe quoi, que c'était de la pauvreté organisée. Dès qu'ils découvraient un supermarché, l'abondance de produits par rapport à la crise permanente qu'était l'URSS, avec en plus la privation de liberté, on ne pouvait pas parler de politique. Tout ça, c'était dans ce sens-là, même le monde libéral des années 80 était meilleur que le socialisme soviétique. En revanche, il est beaucoup moins bien que ce que la Chine ou la Russie ont mis en place, incontestablement, puisqu'ils ont mis en place des systèmes qui permettent la prospérité économique. Et en même temps, parce que contrairement à ce qu'on raconte, il y a du débat en Chine et en Russie, il y a un très fort débat à l'intérieur du Parti communiste, simplement c'est pas comme chez nous, et il n'y a pas cette illusion de débat qui n'existe pas chez nous. En fait, donnez-moi la différence entre le Reconquête, le Front National, le Rassemblement National, Mélenchon, on est bien d'accord. c'est ce que Sarah appelait de l'animation culturelle. Voilà. Donc en fait, ils ont mis en place un système qui est fondé sur l'économie de marché et qui marche bien, incontestablement. Alors, je comprends, mais moi, je joue le mauvais policier, donc le mauvais flic, on va dire. Oui, bien sûr, bien sûr. En discutant avec les moscovites, ils me disent, oui, c'est vrai, dans les grandes villes, en Russie, ça marche. Par contre, à l'extérieur des grandes villes, les gens, ils ont beaucoup de mal, quoi. Et puis,
ils me disent, par exemple, les personnes âgées, quoi, ce qui correspond au RSA, par exemple, en France, en Russie, les pensions, je crois que c'est 160 €. Ils me disent, pour un pays socialiste... Alors ces comparaisons, ça veut rien dire parce que quand vous vivez dans un pays où l'électricité est 10 fois moins chère, l'essence 4 fois moins chère, comparer en nominal les minima sociaux, ça correspond à rien. Maintenant, je ne vais pas nier le fait que, oui, la Russie est un pays qui sort du socialisme et ça prend du temps. Ça doit nous faire réfléchir parce que quand nous aussi on décidera de sortir du socialisme en France, ça va nous prendre énormément de temps pour mettre tous les salaires à niveau. Et oui, les salaires sont trop bas en Russie, Ouais. mais ils sont en augmentation permanente et le pouvoir d'achat russe augmente sans discontinuer depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir. Et ensuite, de toute manière, dans tous les pays, évidemment qu'on vit mieux dans la capitale que dans des petits patelins isolés. Voilà, c'est comme ça. Cela dit, ça s'améliore partout. La question, si vous voulez, c'est la tendance. Moi, j'ai des collègues qui me disent, oui, ben, moi, je vois des personnes âgées, ils font les poubelles parce qu'il y a quand même un peu de misère, quoi. Donc, je dis, d'accord. Oui, il y en a un petit peu, incontestablement, mais ça s'améliore partout. Y compris en province, y compris dans les petites villes. Mais après, souvent, les gens qui vous disent ça à Moscou, en fait, ils en savent rien. Ils se plaignent de choses. Moi, j'ai vécu en province, j'ai vécu dans la ville d'Oulianovsk, donc je sais ce que c'est que la province. J'ai beaucoup voyagé en Russie, je vois la progression générale. Y compris, par exemple, je suis allé en Extrême-Orient russe, on m'avait décrit Vladivostok comme une ville horrible, pleine de bandits. En fait, la personne qui m'avait dit ça, y était allée il y a 4 ans. Sauf que en 4 ans, ça a considérablement changé. Et c'est devenu une ville hyper moderne.